BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Dedaïn, notre globetrotter, Eva Jaco, notre bibliothécaire du jour. Et puis tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, il est à ma droite aujourd'hui. Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis, il n'est ni à ma gauche ni à ma droite parce qu'il n'est pas dans ce studio, eh ben oui, privé de carburant. C'est David Mouret. Bonjour David. Bonjour Emmanuel. David, professeur d'économie, qu'on aime bien accueillir régulièrement dans la librairie de l'écho. C'est quoi votre lycée, David? Le lycée Charles Le Chauve à Roissy-en-Brie. Voilà, Charles Le Chauve à Roissy-en-Brie. Et donc, vous allez discuter tous les deux aujourd'hui de vos choix de livres. Et on commence avec le choix de Christian. Mais qu'est-ce que l'industrie ? Réponse Pierre Musso. Christian Chavagneux. Tout petit livre de rien du tout, petit en format, petit en épaisseur, mais extrêmement riche. C'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Ouais. On commence par des chapitres assez pédagogiques, très généraux. Le mot industrie, d'où ça vient, l'étymologie. On s'aperçoit qu'il a pris plusieurs sens, qu'il faut attendre le 19e siècle pour que ça corresponde à ce qu'on appelle, nous, l'industrie, la production de biens industriels. Petit aussi chapitre sur... où est-ce qu'on produisait, où est-ce qu'on produit ces biens industriels, dans les monastères d'abord, puis dans les manufactures, et puis dans les usines, et puis dans les multinationales aujourd'hui. Donc tout ça ramassé donne au lecteur, à la lectrice, en deux brefs chapitres, tous les repères qu'il faut pour bien savoir d'où vient le mot, comment ça s'est développé sur le plan économique. Et puis la partie toujours très pédagogique qui suit ensuite et que je trouve plus intéressante, c'est tous les débats qu'ont suscité en fait le développement industriel. Et vous apercevez que dès le XVIIe siècle, le grand intellectuel Francis Bacon défend absolument l'industrie parce que c'est ce qui va permettre de triompher de la nature. On est encore en ce XVIIe siècle sous les aléas de la conjoncture climatique, naturelle, etc. Et donc, il nous dit, l'industrie, ça y est, c'est ce qui va nous permettre de triompher, de maîtriser la nature. Bien évidemment, les grands défenseurs de l'industrie, c'est les Saint-Simoniens du 19e siècle. Et là, vraiment, on a pléthore d'auteurs qui nous disent l'industrie, c'est quelque chose d'important parce que c'est une communauté, ça rassemble plein de monde, et c'est une communauté qui est régie par la rationalité et le progrès scientifique. Donc, ça ne peut être que du bien. Et puis, plus près de nous, on aura Raymond Aron qui va reprendre les thèses saint-simoniennes et les développer. Mais, dès le 18e siècle, Pierre Musso nous dit, attention, il y a déjà des critiques de l'industrie, Jean-Jacques Rousseau notamment, qui est là, qui nous dit cette opacité machinique, je reprends ces termes, et technique, on ne sait pas trop où ça nous emmène, donc attention, il faut faire attention avec ce développement de l'industrie. Et puis le 19e siècle, certes, les Saint-Simoniens qui vont encenser l'industrie, mais c'est aussi le siècle des grandes critiques, bien évidemment Karl Marx, l'exploitation qui se joue dans l'industrie, Charles Fourier qui dit moi, je suis d'accord avec les Saint-Simoniens, c'est une communauté, mais c'est une communauté extrêmement hiérarchisée. Et moi, je veux créer les utopies fouriéristes, une communauté, mais beaucoup moins hiérarchisée. Et puis, là encore, si on se rapproche plus près de nous, Herbert Marcuse, la critique très très forte de la société industrielle, parce qu'on n'est plus dans la production industrielle économique, mais c'est devenu une société industrielle qui est marquée par la violence, parce que l'industrie, c'est aussi l'industrie de guerre, en plein XXe siècle, bien évidemment, pour quelqu'un comme Marcuse, c'est important, et aussi parce que l'industrie devient le cœur de tout. Tout se mesure par rapport au succès de l'industrie dans un pays. Il dit ça, c'est pas très bien. L'auteur termine en disant, il y a des limites naturelles maintenant à l'exploitation par l'industrie de la planète et donc il va falloir arrêter, trouver d'autres solutions. Tout ça résumé en un tout petit livre, j'ai trouvé l'exercice remarquable. David Mouret, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Christian Chavagneux? Oui, d'une certaine manière. Alors je dois dire que quand j'ai vu arriver le livre qu'a choisi Christian, j'ai rigolé, je me suis dit, il s'embête pas Christian Chavagneux, il me propose un petit livre. Et puis après, je me suis dit, j'aurais plus de facilité à lire. Et effectivement, il a très bien dit, quand vous prenez ce petit livre en main et que vous l'ouvrez, alors là, c'est la surprise. C'est très riche intellectuellement, c'est très dense, c'est exigeant même par moments, et c'est ce qui rend le livre très intéressant. Alors j'ajouterais quand même qu'il faut savoir que j'ai fait des petites recherches. Pierre Musso a écrit plusieurs fois sur l'industrie. Bien sûr. L'imaginaire industriel en 2014, la religion industrielle en 2007. Donc vraiment, c'est une question qui l'intéresse beaucoup. Alors moi, ce que j'ai retenu, je ne vais pas répéter ce qu'a dit
Christian, c'est il cherche vraiment à montrer dans ce livre et même dans les précédents que l'industrie ne peut être réduite à sa dimension productive, à sa dimension économique, et qu'on ne peut pas le considérer juste comme un secteur d'activité comme l'ont fait Colin Clark et Jean Fourastier. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante pour moi, celle que j'ai retenue, c'est que l'industrie, c'est en même temps à la fois une conséquence des changements scientifiques, culturels, sociaux, économiques, et en même temps une cause. Donc il place vraiment l'industrie au centre, au cœur du changement de l'économie et de la société. Et c'est pour ça qu'il dit, comme le disait Marcel Mauss, l'industrie est un fait social total. D'accord ? Et donc j'ai retenu une phrase, je vais vous la lire parce qu'elle résume bien sa vision de l'industrie. L'industrie, c'est la société organisée pour produire et reproduire des biens et services, la société, transformer à grande échelle des matières premières par le travail collectif, l'idée de collectif dont a parlé Christian tout à l'heure, grâce à des connaissances, des sources d'énergie et des réseaux de communication. Donc vraiment, il place l'industrie au cœur de la société, bien au-delà d'être un simple secteur d'activité. Il dit encore que l'industrie construit et déconstruit la société. Eh ben, dites donc, un livre petit mais costaud, comme on dit. On passe à votre choix, David Mouret, le livre de François Perel. Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, chez Duno. Alors, François Perret, dans ce livre, il nous propose, donc c'est un ancien fonctionnaire, si j'ai bien compris, spécialiste de ces questions. Il a écrit de nombreux rapports sur la place du travail, de l'emploi dans la société. Et pour moi, en fait, il actualise un débat récurrent. Et en paraphrasant Jacques Rueff, on pourrait dire, vous savez, Jacques Rueff avait dit l'assurance chômage cause du chômage permanent. On pourrait dire que le bas niveau des salaires, c'est la cause d'un débat permanent. Donc, c'est un livre très documenté, très argumenté, mais qui est au service d'une conviction. Et la conviction de François Perret, c'est de remettre en question ce qu'il appelle cette disette salariale, qui s'explique par les causes qu'on connaît depuis longtemps, le ralentissement des gains de productivité, la tertiarisation, l'augmentation des taux de marge, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Il dénonce aussi un déni d'austérité salariale, donc là c'est encore autre chose, ça veut dire qu'il ne comprend pas pourquoi on refuse autant de discuter clairement de l'évolution des salaires nets. Et pourquoi on a toujours cherché à augmenter les revenus des gens qui avaient des bas salaires en passant par la redistribution. Et en gros, ça marche pas bien. Donc lui, il dit, on peut et on doit discuter des salaires nets. Comme solution, il propose donc de renoncer à une revalorisation généralisée, ce qui serait intenable, d'augmenter le traitement des fonctionnaires, d'augmenter les revenus des jeunes en mettant en place une sorte de revenu de base, après ce sont les terminologies qui sont utilisées, d'augmenter les revenus des seniors et d'augmenter les bas salaires. Ouais, enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà, c'est ça, et c'est surtout le financement. Il veut poursuivre la baisse des cotisations sociales, mais on atteint quand même un très bas niveau depuis 1993. Il veut réindustrialiser. Bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent, et il propose de travailler plus. Alors, pas forcément par jour, mais tout au long de la vie, ce qui nous ramène à la réforme des retraites. Donc, en fait, le compromis productif et en termes de travail qu'il propose, on voit bien que ce n'est pas simplement une réforme du marché du travail conduisant à augmenter les salaires, mais c'est en fait une réforme du système productif dans son ensemble. D'accord. Et moi, la question que je me pose in fine, c'est est-ce qu'on peut faire ça en France sans le faire au moins en Europe ? Christian Chavagneux. Je pense qu'une bonne partie du livre aurait pu être écrit par Journalistes Alternatives Économiques. Parce que l'auteur pose comme prémisse quelque chose de très important. Il nous dit dès le début, le salaire, c'est pas simplement un prix de marché, c'est pas la rencontre d'une offre et d'une demande de travail, c'est un contrat social. C'est l'expression d'un rapport de force de l'organisation d'une société, une entreprise et d'une société en général. Et ça, je trouve que c'est la bonne approche. Ensuite, donc il va développer, comme l'a bien dit David, le fait qu'il y a une véritable austérité salariale en France et qui dure depuis longtemps. Une austérité salariale qui ne se voit pas lorsque vous prenez le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit, dont on nous dit et on répète souvent que c'est stable, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'inégalités salariales. Et ces inégalités salariales, elles sont bien évidemment au détriment des plus petits salaires. Il y a une évolution structurelle qui se greffe à tout ça, qui est, vous savez, la disparition des emplois intermédiaires. Un petit peu de gens vont monter, mais beaucoup de gens vont descendre. Donc, vous avez de plus en plus de gens qui se retrouvent dans cette austérité salariale. Et il faut faire quelque chose
chose contre. Et il nous dit attention, ça touche les gens du privé, ça touche les fonctionnaires. Et quand on parle des gens du privé, regardez quand même, très souvent dans les classements, les entreprises françaises sont celles qui distribuent le plus de dividendes. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire dans la répartition de la valeur ajoutée. Et alors, la suite du livre, c'est tout un éventail de solutions possibles pour augmenter les salaires, puisque l'objectif quand même, c'est de dire il faut répondre à cette austérité salariale. Et là, vous avez plein de choses. Alors, l'auteur nous dit coup de pouce au SMIC. Non, il ne faut pas de coup de pouce au SMIC. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, le SMIC est le seul salaire qui bénéficie des revalorisations avec l'inflation. Peut-être pas en ce moment, mais je ne serais pas du même avis de l'auteur quand il dit en général, on ne peut pas donner de coup de pouce au SMIC. Pas d'augmentation générale de tous les salaires, uniquement dans les entreprises qui peuvent le faire. Bon, ça paraît du bon sens. Et puis, plein de choses. Alors, pas de revenus, de revenus, juste un revenu de base pour les plus jeunes, pas de revenu universel, de la RTT, pourquoi pas, mais faisons des expérimentations. Et à la fin, sa vraie réponse, c'est plutôt qu'il faut augmenter la productivité de chaque salarié, parce que le salaire, c'est la réponse à la productivité. Et là, il se contredit un petit peu avec l'approche du début. L'approche du début qui est institutionnaliste, le salaire n'est pas simplement une relation individuelle, c'est une relation sociétale. Et à la fin, il nous dit qu'il faut augmenter la formation des gens parce que c'est la formation qui donne la productivité, le salaire. Là, on est dans une approche néoclassique, je dirais un peu de base. Il essaie de tirer les deux fils et là, bon, je trouve qu'on perd un petit peu en cohérence. Néanmoins, le livre est très, très clair, très pédagogique. Merci messieurs. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire du jour, Eva Jacot, qui nous emmène au fil de la vie d'un trésorier payeur général.